Merci beaucoup Béatrice. Du coup, comme l'a évoqué Béatrice, je suis du CHU de Lille, je suis actuellement interne en année de dispo pour son Master 2 concernant l'IA avec des applications, notamment sur le tri IOA, sur lequel j'ai eu le bonheur de faire un topo avec Mathias Vargon il y a quelques heures. De ce fait, j'ai des liens d'intérêt notamment avec quelques études cliniques où je suis l'investigateur, soit principal ou l'investigateur lillois. Donc, le but de ce topo, c'est de rester quand même très généraliste, parce qu'on entend IA, un peu partout, que ce soit dans la vie courante ou que ce soit dans notre milieu professionnel. Et le but, c'est de voir les différentes applications au quotidien de ce qui a été prouvé dans la littérature. Donc, je vais vous passer toute la partie statistique avec les indices de performance, etc. Et on va rester sur les grosses applications, là où ça a été validé, où on a des signaux forts à la fois en France, mais également à l'étranger, parce que j'ai cru voir qu'il y avait nos amis canadiens dans la salle. De ce fait, ça a été prouvé déjà dans un premier temps en régulation, sur l'évaluation de la gravité des patients. Je peux citer notamment des équipes qui sont scandinaves, qui se sont intéressées à la régulation de l'AVC et de l'arrêt cardiaque, où il y a une véritable assistance IA qui a été faite. C'est des chercheurs qui ont ensuite fait valoriser leurs choses d'un point de vue privé. Et il y a également tout ce qui est phénomène de dispatch, qui est très intéressant pour s'intéresser à la disponibilité des moyens et optimiser cette disponibilité des moyens et les attribuer à la bonne personne au bon moment, selon les ressources, notamment dans ces pays scandinaves qui n'ont pas la même démographie d'un point de vue médico-technique que nous, où les régions au nord sont beaucoup plus reculées et difficiles d'accès. Donc il y avait une réelle nécessité d'optimiser cette distribution des moyens. Aussi sur les intégrations dans les filières de soins, ça a été intéressant. Pourquoi? Parce que ça permet, notamment pour les AVC, de prendre en charge avant même l'appel. C'est-à-dire qu'il y a des dispositifs qu'on appelle des symptômes checkers qui ont été évalués notamment chez les anglo-saxons, où le patient va rentrer un petit peu ses données cliniques, à savoir est-ce que j'ai du mal à parler, est-ce que j'ai un déficit dans le bras, depuis combien de temps, etc., qui vont nous permettre de fournir déjà un premier score de gravité qui sera disponible pour le patient, mais qui pourra également être disponible à la fois pour le médecin régulateur, mais également, si le patient vient par ses propres moyens, pour les urgentistes qui le réceptionneront. Certes, ça ne remplace pas du tout un examen clinique, ça ne remplace pas du tout un entretien médical avec un régulateur, mais ça permet de fournir certains éléments d'information, parce que c'est soumis, bien entendu, comme vous l'imaginez, à différents biais déclaratif, parce que tous les patients n'ont pas la connaissance médicale et n'ont pas la connaissance des signes de gravité que nous on a, étant donné qu'on est plus sensible et formé à cette chose. Et enfin, gros point important, où on voit dans le paysage français quelques figures émerger, la retranscription des appels et la stadification justement du degré d'urgence. En France, on a le bonheur d'avoir quelques startups novatrices dans ce domaine. Je vous passe les aspects techniques, mais d'un point de vue IA et purement tech, c'est très intéressant, étant donné que même hors champ médical, ce milieu est en pleine explosion, que ce soit pour les centres d'appel et ce type de choses, parce que la retranscription avec différents interlocuteurs, différents jargons, des bruits parasites, effacer ces bruits, justement sur des appels qui sont compliqués, parce qu'on sait tous en SAMU, on a des gens qui crient, lorsqu'ils sont sur la voie publique, il y a des nuisances sonores, donc ça peut impacter la qualité de l'appel et la qualité de l'entretien. Et les IA, justement, peuvent pallier à ces défauts-là qu'on a d'un point de vue humain. En préhospitalier, donc là, c'est plus la partie VLI et SMUR qui est évoquée. Ça peut permettre d'aider au triage, parce que je pense notamment à certains produits et certaines aides cognitives qui sont d'ores et déjà développées dans nos logiciels métiers, qui existent, qui ne sont pas étiquetés comme étant de l'IA, mais qui utilisent les mêmes process techniques. On peut également faire de l'aide à l'interprétation échographique. Alors je m'explique. C'est un projet qui a été développé par l'OTAN sur un versant SSE cette fois-ci, où justement on faisait du tri, non pas dans les méthodes START comme on fait habituellement, mais du tri uniquement basé sur l'écho. Et pour dire est-ce que le patient est une UA ou une UD, ça a été étudié notamment sur UA et UD, urgence absolue, urgence dépassée au cas où.
Et ça a été publié, c'est une équipe allemande notamment qui était référent, qui a reçu des financements sur ce sujet. Aide également, comme je vous l'ai expliqué, à l'aide logistique sur la disponibilité des moyens, parce que si par exemple on n'arrive pas à localiser nos VLI ou nos SMUR, histoire d'optimiser les temps de trajet, optimiser notamment avec des perturbations, que ce soit des mouvements sociaux ou ce type de choses auxquelles on a pu être confronté ces dernières années, l'IA peut fournir une aide dans la prédiction justement de ces aléas pour nous fournir des temps de trajet et des itinéraires adaptés. Et également de conseiller aux victimes, et ça j'avais d'ores et déjà évoqué la chose précédemment. Enfin, l'entrée aux urgences, le triage. Il y a surtout une grosse équipe bordelaise qui a pas mal publié sur le tri et l'assistance par l'IA, en évaluant différents modèles, en évaluant aussi quelle population était moins bien triée par l'IA qu'elle ne l'était par l'humain. Je pense, c'est triste à dire, mais c'est toujours malheureusement le même type de population, à savoir les femmes, à savoir les patients les plus âgés, à savoir les patients qui viennent de nombreuses fois, nos fameux chroniques aux urgences. Ça, d'un point de vue humain, c'est là où on pêche, où on a nos biais. Et justement, la machine, étant donné qu'elle traite chaque passage de ces patients de manière indépendante, elle est beaucoup plus performante sur cette typologie de patients. Et donc, c'est ce que je disais il y a quelques heures, il faut réellement s'inspirer de l'assistance que peut fournir l'IA sur cette typologie de patients, notamment dans des conditions de qualité de vie au travail qui sont parfois moyennes, avec un flux, avec des horaires de nuit, avec une usure progressive sur l'emploi. L'IA peut fournir un réel apport. Ensuite, d'un point de vue purement clinique à présent, au vu des nombreux exposants qu'il y a dans le congrès, je vais passer sur toute la partie radiologie. Ils sauront mieux vous expliquer que moi la chose. Il y a également effectivement la même chose qu'on avait vu en préhospitalier sur le versant SSE, mais on l'observe également sur des premiers appareils d'échographie, à savoir l'aide à l'interprétation échographique, sur le calcul de certaines vitesses sur l'échographie cardiaque, l'analyse de certains épanchements lors de la FAST, et également à les réévaluations cliniques. Et ça, pour le coup, il y a un gros protocole parisien qui vient d'être soumis sur justement un concept statistique qu'on appelle les signes noirs, qui sont en fait des éléments statistiques rares, imprévisibles par définition. Et le but de ce protocole parisien, c'est d'utiliser des scores comme le News2 et autres qui vont permettre justement de voir quelle typologie de patients, dès leur entrée aux urgences, peuvent être amenés à se dégrader lors d'une prise en charge optimale. On n'est pas sur le versant où les urgences sont saturées, mais sur une prise en charge optimale, quelle typologie peut se dégrader soudainement, et justement anticiper cela afin de pallier au déficit de moyens et d'optimiser leur prise en charge. Et d'un point de vue purement logistique, par contre, c'est là où ça fait un peu plus débat, notamment tout ce qui concerne le codage, la génération de comptes rendus, parce que même s'il y a pas mal de solutions privées qui sont développées, qui sont commercialisées, d'un point de vue purement évaluation, ça ne fait pas ses preuves. Pour la bonne et simple raison qu'on a des nomenclatures dans tout ce qui est le codage de SINDIS et autres, et la littérature a prouvé que les IA hallucinent. C'est-à-dire qu'elles vont créer un petit peu des codes qui n'existent pas, donc elles vont fournir un petit peu plus de travail aux médecins DIM, qui n'en avaient d'ores et déjà pas assez, je pense. Et elle va permettre, là je pense notamment à l'équipe amiénoise concernant la prédiction des hospitalisations. Dès l'entrée des urgences, il y a un gros projet amiénois qui a été développé, publié et validé sur justement prédire l'hospitalisation pure du patient ou ne pas la prédire, et ainsi prévoir la nécessité de lits en aval et de les rendre disponibles ou non. Et enfin en recherche, ça concerne plus les HU. Il y a l'aide à l'inclusion pour faire de l'assistance à l'ARC et également de l'aide à la bibliographie. Mais bon, je passe un petit peu sur le sujet. Ce qu'il faut que vous reteniez avant tout concernant l'IA en médecine d'urgence, c'est les biais. Les biais qui sont de trois types. Les biais qui concernent à la fois les données, à la fois les algorithmes, mais également le contexte. Je vais commencer par le dernier, les biais de contexte, parce que on est face à une population, on est entre deux eaux actuellement d'un point de vue populationnel. Est-ce qu'on fait confiance à l'IA, est-ce qu'on n'y fait pas confiance? Il y a un petit peu les deux extrêmes qui commencent à s'affronter dans le milieu médical et même dans le milieu scientifique. Justement, ça va être tout l'intérêt du travail des pouvoirs publics, du travail du législateur, des scientifiques, d'éduquer la population aux méfaits et aux bienfaits de l'IA,
et savoir l'utiliser de manière raisonnable, afin de lever ces appréhensions, afin de permettre une démocratisation des ressources numériques, qui même dans notre pays peut parfois poser problème actuellement. Et aussi, ça va soulever des questions d'un point de vue éthique, pour la bonne et simple raison que, je prends l'exemple du triage, un patient mal trié par une IA et un IA qui s'est reposé sur cette IA. Comment le législateur va choisir la chose? À qui incombe la responsabilité? Est-ce une carence du soignant? Est-ce une carence de l'éditeur de logiciel? Est-ce une carence de la DSI locale qui a fait confiance à ces éditeurs de logiciels alors qu'il n'y avait pas d'études qui étaient sorties? Et donc c'est tout l'enjeu de chacun de nos praticiens, de nos cliniciens, de savoir comment fonctionnent les outils qu'ils utilisent. Et donc de connaître les biais précédents, à savoir les biais de données, les biais algorithmiques, où certains modèles sont validés sur certaines populations, mais ces populations ne sont pas extrapolables. Pourquoi? Parce qu'elles ne représentent pas d'autres populations. Je pense notamment, prenons l'exemple, une population des Hauts-de-France n'aura pas la même démographie qu'une population du 9-3. Et donc, par rapport à ça, ça va poser souci. Et également sur des biais justement induits par cette population, où le modèle va faire un overfitting, il va coller à proprement parler à ces populations-là, et donc il ne pourra pas être validé sur d'autres populations, et donc va halluciner et va sortir des outputs invraisemblables. Voilà. Donc en soi, il faut bien que vous compreniez que l'IA n'est absolument pas là pour nous remplacer, au mieux pour nous assister lorsqu'elle fonctionne, et par contre, je vous invite, et c'est le cas, de par votre présence là aujourd'hui, à vous éduquer sur le sujet. C'est tout pour moi. Je reste à votre disposition s'il y a des questions. Il y a des questions dans la salle. Merci, Edouard. A priori, c'était très clair, oui. Des questions sur l'intelligence artificielle? Ouais, Catherine. N'hésite pas à te lever ou aller au micro ou parler fort. Catherine Prado-Bordeaux. Comment ça va être intégré? Parce qu'il y a beaucoup d'études et de recherches. Et comment on pratique et dans combien de temps on peut espérer que ça soit vraiment intégré avec toutes les obligations légales que nous avons par rapport à nos patients? Ça faisait partie des problématiques contextuelles, parce qu'effectivement, il faut que les pouvoirs publics s'en emparent, d'autant plus qu'avec la législation actuelle, que ce soit la législation européenne ou la législation franco-française, on a plus tendance à mettre des bâtons dans les roues qu'autre chose, notamment en termes de gouvernance des données, parce que la problématique, ça va être, on a nos données patients qui sont pseudonymisées, mais jusqu'à où peut-on les exporter? Est-ce qu'on peut les exporter à une entreprise tierce qui va faire de la sous-traitance, je ne sais pas, en Chine, en Inde, ou est-ce qu'on doit rester sur des modèles développés par des équipes françaises qui vont rester en local, et les données étant une des nouvelles armes des guerres géopolitiques? C'est aussi toute la question. Parce que c'est assez facile de l'utiliser, notamment pour les courriers, etc. Et en fait, on ne peut pas, et c'est frustrant. C'est ça. Et c'est tout l'enjeu, justement, d'une évaluation adaptée à ces IA et aux logiciels qui utilisent ces IA, que ce soit... Parce que là, les start-upers que vous allez voir, ou bien les entreprises qui sont présentes dans le salon, vont vous vendre des produits à base d'IA. Ça, il y en a pléthore. Mais tout l'enjeu, ça va être, est-ce que ça a été validé cliniquement? Est-ce que ça a été validé auprès des autorités, que ce soit la HAS ou la NSM? Quel type de dispositif c'est? Je pense qu'en tant que chef de service, ou même en tant que praticien ou clinicien, c'est une des choses à laquelle on doit s'intéresser pour justement décider de quelle solution on met dans notre service ou quelle solution on ne prend pas, surtout. Pardon. Comment tu fais l'intégration avec ton pays? Ouais. Quand tu utilises des solutions comme ça, au en aiguë, d'urgence? Concernant je vais parler pour Cédric et moi, parce que Cédric, on échange beaucoup sur les études bordelaises avec. Étant donné que nos études sont toujours à rétrospectif, et on n'est pas encore dans le versant interventionnel, parce que même dans le champ de l'IA, d'un point de vue international, il y a très peu d'études interventionnelles pures. On est toujours sur du rétrospectif. Donc ça me pose pas trop de soucis, que ce soit avec le Health Data Hub, la CNIL ou le CESRES.
On est sur du MR 004, donc on fait de l'extraction dossier et on fait manger les données à nos patients. Mais à partir du moment où on va faire des études interventionnelles, c'est là où ça va commencer à poser souci, parce que pareil, les entreprises qui vous vendent des solutions IA, c'est que sur du rétrospectif. On n'a jamais évalué la chose en interventionnel, et c'est tous les enjeux et les problématiques administratives que ça soulève. Une question au sujet de la régulation au SAMU. Je fais partie d'un SAMU frontalier et avec une problématique de langue avec nos voisins. Est-ce qu'il existe des outils qui permettent une traduction simultanée et quelle en est la fiabilité ? Étant dans une région frontalière aussi, c'est toute la difficulté de la question, parce qu'en fait, un outil pur existant à l'heure actuelle, il n'y en a pas. Il n'y en a pas qui fait ses preuves. Il y en a qui émergent. Mais tant qu'il n'y a pas de validation clinique, nous, en tant que cliniciens, ou même en tant que chef de service, ou responsable DSI, ou responsable achat, on ne peut pas se permettre de dire « oui, on prend cette solution chez nous ». Parce que c'est tout l'enjeu, parce qu'il y a de l'humain derrière, il y a du patient. Donc, faire des expériences de savants fous en régule, aux urges, etc., tout le monde peut le faire. Mais il y a des considérations éthiques à garder en tête. Et donc, malheureusement, je ne peux pas vous fournir d'éléments de réponse, parce qu'il n'y a pas de modèle polyglotte sur la régulation et sur la partie urgence qui ont été validés à l'heure actuelle. Mais on est d'accord que c'est bien dommage, parce que moi, étant ARM, ça m'aiderait beaucoup, beaucoup. C'est bien de le faire savoir, parce que moi, j'ai des médecins généralistes qui me demandent, et on leur dit que c'est pas possible, que c'est pas validé. Comme les pompiers les ont, et ben, ils nous disent, ça revient à chaque fois à la charge, mais c'est bien aussi vraiment de diffuser cette info. Ah oui, et après, je pense, j'aperçois dans le fond de la salle des gens, justement, d'une start-up qui travaillent sur ceci. Pour avoir discuté avec eux, c'est toute leur problématique également, à la fois de négocier des autorisations avec le Health Data Hub, à la fois avec le CHU dans lequel ils veulent faire l'expérimentation. Et dans combien de temps ça sera... Je ne suis pas Madame Irma, malheureusement. Sans oublier qu'après, il y aura aussi la question du coût, pour que nos hôpitaux financent les intelligences artificielles, notamment de traduction en régulation. Il faudra aussi après passer, je pense, à la caisse, quoi. Joël Jeanvrin, Nantes. Il y a du donnant-donnant à voir, c'est-à-dire qu'on fait travailler des startups ou des entreprises à partir des données qui appartiennent alors d'abord aux patients, évidemment, mais qui sont aussi managées, gérées par les établissements de santé. Et donc tout le travail qui peut être fourni par nos établissements, par nos professionnels pour extraire les données, les anonymiser, les mettre à disposition de ces startups, il faut qu'elles soient monnayées pour qu'on puisse ensuite, nous, derrière, pouvoir les financer et financer les outils qui en sortiront. J'apporterai une légère nuance pour faire la dichotomie, une fois de plus, entre SAMU et urgence. Les données en SAMU, les bandes, de par leur nature, elles sont plus facilement utilisables pour des startups qui veulent se développer sur ces choses-là que ce qui se passe aux urgences. Parce que moi, à titre personnel, mon versant était plus sur les urgences à proprement parler. Pour avoir les autorisations de chaque patient, à chaque prise en charge, d'enregistrer l'entretien patient-infirmier, c'est un bordel administratif, si je peux me permettre l'expression. Tandis qu'au SAMU, les bandes sont enregistrées, elles sont déjà pseudonymisées, elles existent, et de par leur statut légal, elles peuvent être utilisées à des fins de recherche. Donc après, ça appartient à la DSI locale et aux chefs de service ou chefs de pôle locaux de faire la négociation avec la start-up, à savoir, nous, qu'est-ce qu'on gagne à vous prêter les bandes pour entraîner vos modèles ou les valider. Par exemple, je ne sais pas, une implantation logicielle, et ce type de choses. Après, c'est des contrats purement commerciaux qui se négocient à ce moment-là. Mais c'est plus facile d'un point de vue purement administratif et législatif sur le versant SAMU. D'autres questions ? Non ? Merci Edouard. Pas de souci.